Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ce live de présélection en équipe de France de Quidditch. Aujourd'hui, on accueille du coup Cédric Chillan qui est entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour Merci. Cédric. Bonjour. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te représenter un petit peu comment tu as commencé le Quidditch, dans quelle équipe tu joues éventuellement, et puis comment tu as décidé de devenir sélectionneur et entraîneur de l'équipe de France? Parfait, je le ferai. Juste avant, je vais présenter mon staff, parce que pour moi, c'est le staff d'abord et je me présenterai à la fin, si ça te va. Pas de souci. Alors, euh, juste avant de présenter le staff, je pense qu'il est important, c'est au-delà, je pense, des personnes, ce qui compte dans l'équipe de France, c'est sa philosophie. La philosophie qu'en tout cas, je pense que tous les entraîneurs et tous les sélectionneurs ont voulu mettre depuis des années et que nous, on a peut-être posé avec une charte, puisque pour moi, l'équipe de France, ça représente des valeurs. En termes de rigueur, on demande vraiment que tous les joueurs ont une rigueur qui va permettre de progresser, parce que je pense que c'est la rigueur qui permet à chacun de se dépasser. La présence, puisqu'on ne voulait pas juste prendre les meilleurs, entre guillemets, individus, on souhaite créer un groupe. Et comment on crée un groupe? On crée un groupe lorsque les gens sont présents, lorsqu'ils ils jouent ensemble, ils apprennent à se connaître, puisque en plus la France est un grand pays, donc il est important de pouvoir se rejoindre de temps en temps lors des camps. La combativité, bah, je pense qu'on sait tous, c'est un sport de contact et que dans un sport de contact, bah, il faut de la combativité. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place dans tous les camps. La cohésion, parce que c'est quelque chose qui est un élément qui est extrêmement important. Et je ne parle pas de la cohésion que quand on gagne, parce que la cohésion quand on gagne, c'est très simple, hein. Tout le monde arrive à être cohérent lorsque l'équipe gagne, mais même lorsqu'on a des défaites. Je prends l'exemple de 2019, la défaite contre la Norvège, j'avais deux scénarios. Le premier scénario, c'est qu'on éclate, ou le deuxième, qui a été le cas, heureusement, fait qu'on a été solidaires, on a réussi à surmonter cette défaite. Et comme je le dis souvent, cette défaite a été salvatrice pour nous, parce qu'on a été meilleurs après. La solidarité, parce que c'est un sport d'équipe, donc c'est-à-dire qu'on ne remet pas la faute sur un joueur ou sur un coéquipier, c'est qu'en gros, on réussit ensemble, on perd ensemble. Et enfin, le respect des coéquipiers, le respect des adversaires, le respect aussi des arbitres. Comme je dis souvent, les arbitres, c'est aussi des joueurs et c'est aussi tout simplement des êtres humains. Donc, ils font des erreurs, tout comme nous. Il faut apprendre à respecter le corps arbitral. Donc, c'est un élément qui est important. Et les joueurs ou les jeunes qui ne respectent pas, entre guillemets, ces principes-là, pour moi, ne peuvent pas faire partie de l'équipe de France. Voilà à peu près sur la philosophie de l'équipe de France. Maintenant, présentation du staff. Emeline, je pense que vous la connaissez tous, hein, puisqu'elle a joué à Toulouse, à Lyon et actuellement pour les Titans. C'est un élément qui est extrêmement important pour moi parce que ça me permet d'avoir une vision différente. Ça me permet aussi d'échanger. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord, mais l'avantage, c'est qu'on arrive à débattre facilement. Elle prend aussi les choses en main, puisque l'objectif pour moi, c'est vraiment que ce soit un binôme et qu'elle puisse prendre aussi des initiatives, puisque pour moi, prévoir, c'est gouverner. Et donc, en gros, j'anticipe si jamais je suis blessé ou j'ai un carton qui ne me permet pas d'entraîner pour qu'Emeline puisse avoir toute sa légitimité pour pouvoir entraîner l'équipe de France. Le deuxième, c'est un élément très important. Il est un peu dans l'ombre. C'est Antoine Baillet. Je le remercie, puisque c'est un peu le manager général. C'est lui qui organise toute la partie transport, la partie logistique, vraiment aussi tout ce qui va être la restauration. Je remercie parce que c'est un travail qui n'est pas forcément très valorisé au quotidien, mais sans lui, je pense que le collège français serait en difficulté. Donc, merci pour tout son travail. Notre responsable com officiel, Cécile, qui fait les belles affiches, qui a fait le beau PowerPoint, parce que si c'était moi, ça serait un truc tout moche. Donc, je la remercie parce qu'elle prend du temps. Elle a aussi fait le design de maillot d'équipe de France, si je ne me trompe pas. Et en plus, ça nous a porté bonheur, puisqu'on a remporté, entre guillemets, la Coupe d'Europe il y a 2 ans. Et enfin, moi, donc, je suis sélectionneur entraîneur d'équipe de France depuis 2019. Moi, j'ai commencé le collège tout à fait par hasard. J'ai commencé chez les Frogs. C'est un ami qui me disait de tester le Quidditch. Donc, pour être tout à fait franc, je le dis souvent aux journalistes, je pensais trouver des geeks asthmatiques, fans d'Harry Potter, qui se déguisaient. Donc, je respecte, mais c'était pas du tout mon délire. Et au contraire, quand je suis venu, j'ai vu des vrais sportifs qui avaient une vraie envie de progresser.
Et donc rapidement, bah, je me suis pris au jeu. Je suis resté chez les Frogs parce que j'aimais l'ambiance. Après, j'ai pris les Frogs en entraînement puisque j'avais quelques connaissances au handball. Et comme vous le savez, le Quidditch est quand même, entre guillemets, très lié au handball, au basket, au rugby, au ballon prisonnier. Et en gros, bah, je pense que je dirais le bureau de l'équipe de France a plutôt apprécié le travail que j'ai mené et m'a proposé donc en 2019 de prendre la tête de l'équipe de France. La seule condition que j'avais donnée, c'était d'être sélectionneur et entraîneur, parce que pour moi, c'était compliqué d'être que sélectionneur ou que entraîneur, parce que je pense qu'il faut vraiment choisir les joueurs avec la philosophie qu'on veut imposer. Et donc, ils ont accepté. Et je remercie parce que le bureau m'a laissé vraiment carte blanche. J'ai mis en place des camps. On a mis en place une charte, la présence. Également, on a délocalisé aussi certains camps équipe de France. Bon, pas forcément toujours assez à mon goût, mais on sait aussi que c'est compliqué de pouvoir toujours délocaliser parce qu'on sait qu'à Paris, c'est quand même très pratique avec le système de transport. Et donc, j'ai eu ma première compétition en 2019. Et donc, bah, on l'a rapporté. Donc, bah, c'était plutôt un plaisir. L'objectif, c'était faire la Coupe du Monde et partir. Mais comme vous le savez, le Quidditch a décidé autrement. Enfin, je dirais la Covid-19. Donc, bah, j'ai rempilé pour cette année. Et on va essayer tout simplement de garder le titre. Et on sera la première équipe si on arrive à garder le titre. Voilà pour ma petite présentation. Merci Cédric. Du coup, est-ce que tu peux en revenir un peu plus sur les explications du processus de sélection? Comment est-ce qu'il y a certaines règles à faire pour être dans le processus de sélection de l'équipe de France et être ensuite sélectionné? Tout à fait. Je dirais que la trois phases, une phase qui est assez simple, c'est se déclarer, de dire qu'on est intéressé par l'équipe de France, parce que je pense que c'est important de montrer qu'on est intéressé. Donc, la personne donc, s'inscrit sur un Google Drive en indiquant les postes qu'elle souhaite postuler. Bien entendu, l'entraîneur peut changer les postes, ça c'est important. Je fais une petite dédicace à certaines personnes. Et puis après, la première phase, qui est vraiment une phase qui est ouverte à tout le monde. Donc, c'est la première phase où, en gros, tout joueur ou toute joueuse qui est intéressé peut venir tester les camps équipe de France, que ce soit à Paris ou en province. Également, lorsque j'ai des entraîneurs qui me disent bah, tiens, lui, il n'a peut-être pas osé parce qu'il estime qu'il n'est pas légitime et tu devrais le regarder. Donc, je le regarde lors des matchs amicaux, lors aussi des compétitions comme le championnat. Et lorsque la première phase se termine, donc elle va bientôt se terminer, puisqu'on a d'abord une première annonce donc ce soir, puisque vous êtes là pour ça. Une deuxième annonce qui va se faire généralement, je pense, 2 semaines après la Coupe de France. On va passer au deuxième, où en gros, là, je vais être beaucoup plus resserré, où je serai beaucoup plus restrictif. Donc, ça veut dire que peut-être certaines personnes voudront venir en camp équipe de France. Là, je vais refuser. Non pas parce que je vais juste le refuser, c'est parce qu'il faut que je me concentre sur les joueurs qui doivent être sélectionnés. Par contre, n'hésitez pas à quand même postuler, parce que des fois, on n'est pas assez. Et c'est toujours bien d'avoir aussi des nouvelles têtes et des joueurs en opposition. Et après, tout simplement, ce qui est vraiment important de dire, et de toute façon, je vais le redire après, c'est que lorsqu'on va annoncer les joueurs, si les joueurs ne viennent pas sur la deuxième phase, ils perdent leur, leur sélection. Parce que pour moi, c'est pas voilà, je suis pris, je viens pas et je viens au mois de juillet. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais vraiment une équipe. Voilà à peu près les deux phases qu'il y a encore équipe de France. Comment elle se construit en interne, parce que là, c'est le côté externe. C'est qu'on a un vrai débat avec Emeline, on échange, on discute sur quelle est la vision qu'on veut avoir, quels sont aussi les joueurs qui sont complémentaires, parce que le but, c'est pas avoir que des grands ou que des petits ou que des rapides ou que des forts, c'est vraiment d'avoir vraiment une équipe qui est complémentaire. Puis après, il y a un choix. Bien sûr, le choix final revient quand même au sélectionneur, donc c'est important de le dire, mais je travaille toujours en construction avec mon équipe. Là aussi, Antoine qui va donner plutôt son point de vue sur le côté cadre général, pas sur le côté sportif. Lui, il est bienvenu, il a bien fait tant de présence, parce qu'il y a des camps minimum pour pouvoir être sélectionné lorsqu'on est à Paris, lorsqu'on est en province ou en région, ou lorsqu'on est à l'étranger. Très bien. Du coup, comme tu l'as mentionné, l'équipe de France est championne d'Europe suite aux IJ 2019, donc la dernière compétition qu'on a pu faire à cause de la crise sanitaire. Quel effet ça fait d'avoir le règne de champion d'Europe le plus long de l'histoire du Quidditch? Bah, en gros, j'aurais bien voulu directement faire la Coupe du Monde parce que je pense qu'on était plutôt sur une bonne dynamique pour être tout à fait transparent.
parce que forcément, lorsqu'on gagne, bah, les esprits sont toujours positifs. Mais je dirais un peu la surprise, mais je pense que ça sera aussi au niveau des clubs, c'est que finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on vaut et qu'est-ce que valent les autres équipes. Parce que 2 ans, déjà, c'est beaucoup dans un sport de haut niveau classique. Et c'est encore plus dans le Quidditch, parce qu'on sait très bien que bah, là, des joueurs qui se sont arrêtés. Donc, c'est un peu dire bah, finalement, quel est le niveau de l'équipe de France? Est-ce que finalement, on fait toujours partie des meilleures nations? Je pense que oui. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres nations qui peuvent émerger et j'ai hâte d'en découdre. Du coup, tu as un peu répondu, je pense, à ma prochaine question, qui était comment vois-tu cette première compétition internationale pour l'équipe de France depuis 3 ans? Mais bah, profite si tu as des choses à rajouter dessus. Je pense que déjà, physiquement, c'est important que les joueurs et les joueuses soient prêts, parce que forcément, pour peut-être ceux qui font que collégiens en sport, bah, 2 ans d'inactivité, c'est compliqué, donc il faut reprendre la condition physique, il faut aussi avoir une vision de jeu, parce que la vision de jeu, ça se travaille. Lorsque vous vous arrêtez pendant un an, bah, vous savez que bah, vous êtes moins performant. Je pense qu'on l'a tous vécu lors de nos premiers matchs. En tout cas, moi, je l'ai vécu et je l'ai vu sur le terrain en tant que joueur, en tant que spectateur. Et après, c'est vraiment également dire bah, finalement bah, qu'est-ce que valent aussi les autres équipes, voilà, comme la Turquie, l'Allemagne, les États-Unis, l'Australie. Donc bah, vraiment, j'ai hâte de commencer les matchs. Sachant qu'on a un peu la réponse, parce on a fait des matchs amicaux avec l'Allemagne. C'était le début, donc forcément au début, c'était pas très brillant, mais plutôt positif sur les derniers matchs, donc c'est plutôt cool. Très bien. Donc, grosse nouvelle sur cette édition des EG, il y a l'Australie qui va participer à la compétition. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau concurrent? Et j'en profite aussi pour rappeler que l'Australie, ils avaient fini troisième en 2012 à Oxford, deuxième en 2014 à Bunbury, et ils ont été sacrés champions du monde en 2016, en 2016 pardon, à Francfort. Alors, bah, ce que j'en pense, je dirais que j'ai deux visions. Un, bah, il faut respecter, puisque c'est le cadre et qu'on a une fédération qui a indiqué que l'Australie pouvait choisir une compétition si elle n'avait pas de compétition locale. Je crois que l'Australie a fait le choix de s'entraîner, enfin de jouer la Coupe d'Europe, je pense pour deux raisons. La première raison, c'est je pense qu'ils ne veulent pas dévoiler forcément leur technique aux Américains. Et le deuxième aussi, c'est qu'il y a la plus d'équipes de bon niveau en Europe que dans la compétition américaine, parce que là, les États-Unis, qui sont voilà, la meilleure équipe du monde, le Canada, qui je pense qu'il est en dessous, et après le reste, c'est pas du top mondial. Et donc là, l'avantage de l'Australie, c'est qu'elle pourra jouer l'Angleterre, la Turquie, l'Allemagne, la Belgique et la France. Donc, bah, en termes de niveau, bah, c'est une très grosse équipe, physiquement, et en tout cas, moi, ils m'ont beaucoup impressionné à Florence, puisqu'ils ont des gabarits vraiment très puissants, très rapides. Et donc, en gros, bah, je dirais que c'est une préparation pour la Coupe du Monde, parce que de toute façon, si on va être champion du monde, et c'est l'objectif, en tout cas, que je pense que l'équipe de France doit avoir, il faut battre tout le monde. Donc, je partirai du principe que maintenant c'est fait, à nous de travailler pour essayer de remporter la Coupe d'Europe et de battre les Australiens s'ils sont dans notre poule ou si on en retrouve en phase finale. Ok. Et à part l'Australie, du coup, est-ce qu'il y a d'autres équipes qui risquent d'être redoutables pour l'équipe de France, à ton avis? Bah, la Belgique, forcément, on parle quand même d'une équipe qui est vice-champion du monde, qui n'a pas du tout été ridicule face aux États-Unis, hein, parce que je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le match, à un moment donné, ils pouvaient catcher et gagner, donc ils étaient vraiment pas loin. Ils sont aussi bah, vice-champions d'Europe, puisqu'on les a battus en finale difficilement, parce que voilà, on n'avait pas un gros écart, hein, c'est-à-dire que la première équipe qui a attrapé et gagné. Ils ont leur force, bah, clairement, je pense que vous les connaissez, c'est bah, l'équipe de Dodo, mais il y a 2 ans, ils se sont arrêtés. Gant aussi, Liège et aussi un peu les Coiffels. La Turquie, très bonne équipe. Euh, je pense qu'ils n'ont pas eu de chance à chaque fois parce qu'ils ont rencontré bah, la France lors des phases finales, mais c'est une très bonne équipe. Je crois qu'ils ont fusionné leur club parce que pour des soucis, donc en gros, en plus, ils vont pouvoir s'entraîner régulièrement. Euh, L'Angleterre, il ne faut jamais l'oublier, puisque bah, ça fait partie des meilleures équipes au monde, hein, et je pense qu'ils ont à cœur de pouvoir être champions du monde de nouveau, pour dire qu'ils font partie des meilleures équipes européennes. Et moi, je dis l'Allemagne, parce que l'Allemagne, je trouve que c'est vraiment l'équipe qui progresse le plus chaque année. Et je rappelle qu'ils n'ont jamais été ridicules et que tous leurs matchs, ils ont pratiquement gagné tous leurs matchs. Et quand ils perdaient leurs matchs, c'était de très peu. Donc pour moi, sur la Coupe d'Europe, je mettrais l'Allemagne, la Belgique, la Turquie, l'Angleterre et la France, et bien sûr l'Australie en favori. Et la Norvège, du coup,
Quitte le mouton noir de l'équipe de France en 2019. Alors oui, la Norvège, c'est vrai que je ne les ai pas cités, et les gens pourront dire que c'est un peu prétentieux parce qu'on a perdu contre eux. Je pense que sans faire offense à la Norvège, c'est la France qui a perdu, c'est pas la Norvège qui a gagné. Je pense que si la France est à son meilleur niveau contre la Norvège, on gagne. Et oui, je veux rejouer la Norvège pour montrer que c'était un excellent parcours. Et donc j'espère les rencontrer pour pouvoir confirmer ce que je dis. Merci Cédric. Bon, on va pas patienter plus longtemps. Tu vas pouvoir, je pense, commencer à annoncer les joueurs que tu as présélectionnés en équipe de France. Très bien, bah, c'est parti. Donc, on a donc sélectionné donc 13 joueurs et joueuses pour l'équipe de France. Ce que je rappelle et je vous dis, la sélection est valable si les gens viennent encore en équipe de France. Donc, s'ils ne viennent pas, ils peuvent perdre tout simplement leur sélection, même s'ils ont pris le billet d'avion. Je pense que c'est important de le dire. L'avantage, c'est que c'est enregistré, donc personne ne pourra me dire que je ne l'ai pas dit. En poursuiveur, donc on a pris Paul Bonnet. Donc, je pense que vous le connaissez, hein, et donc qui joue à Toulouse depuis quelques années. C'était notre capitaine en 2019. Et avant, il jouait pour l'équipe nationale de Belgique et donc vice-champion du monde. Donc, c'est un joueur athlétique, puissant, bonne vision. C'est un leader naturel. Et il a fait beaucoup de bien à l'équipe de France pour son calme. Et donc, il sera de nouveau avec nous pour l'édition 2022. En deuxième, donc Hugo Petitjean, poursuiveur. C'est sa première sélection en tant que joueur de l'équipe de France. Il joue donc pour l'équipe des Olympiens de Paris, Kudich, donc un profil intéressant. Je trouve qu'il a beaucoup progressé ces dernières années. Il a pris de la masse musculaire et une bonne pointe. Donc, félicitations pour sa première sélection à Hugo. En poursuiveuse, donc Audrey, je pense que vous la connaissez tous, poursuiveuse chez les Titans, qui a l'habitude des compétitions, puisqu'elle est régulièrement, je dirais, à l'UQC, et elle remporte l'UQC avec les Titans. Elle a eu une sélection en équipe nationale, donc elle est championne d'Europe, donc très bonne poursuiveuse, très bon placement. Tiffen, donc poursuiveuse, donc je la prends en tant que poursuiveuse, donc elle joue actuellement pour les Olympiens de Paris, donc 2 sélections en équipe nationale. C'est une joueuse puissante, très bonne en défense, et donc c'est vraiment un atout en défense pour l'équipe de France. Emeline, je pense que vous la connaissez, donc elle est adjointe de l'équipe de France et poursuiveuse. Elle joue chez les Titans, c'est sa 3e sélection en équipe nationale. Très bonne vision, puissante, en plus toujours toujours de bons conseils, un très bon placement. En gardien, on a Albert, je pense que vous connaissez tous Albert, donc multiple champion d'Europe et également Coupe de France. Il joue chez les Titans, 5 sélections en équipe nationale, donc un joueur clé chez les Titans et un joueur clé aussi en équipe de France. Il a beaucoup progressé aussi en tant que pointe. Le joueur suivant, vous connaissez tous, Monsieur Correct, Lenny, poursuiveur. Donc il joue chez les Frogs, 4 sélections en équipe nationale. Et en plus, il a attrapé le vif d'or lors de la finale. Donc un peu notre porte-bonheur, parce qu'on l'a mis une fois attrapé et il a attrapé en finale. Donc c'est pas mal. William, donc gardien, il joue chez les Titans. Donc c'est sa 2e sélection en équipe nationale. Un joueur rapide, très bon plaqueur aussi. Donc il est pris en tant que gardien. Étienne, en tant que batteur, je pense que vous connaissez tous Étienne. Il a l'habitude des compétitions internationales, que ce soit avec les Titans, puisqu'il est plusieurs fois champion d'Europe, avec l'équipe de France. Et donc 4 sélections en équipe nationale. Donc c'est un batteur clé et qui a une très bonne vision du jeu batteur. Amel Belferoum, batteuse. Donc elle joue chez les Paris Frogs, 5 sélections en équipe nationale. Très bonne vision, elle a l'habitude des compétitions internationales. Régulièrement, elle est appelée en équipe de France et c'est vraiment une leader chez les batteurs. Flora, aussi, je pense que vous connaissez, donc batteuse, chez les Titans, c'est la 4e sélection. Pareil, elle forme un duo fracassant chez les Titans avec Étienne. Elle a l'habitude de la compétition, elle a l'habitude d'enchaîner les matchs, un cardio illimité, comme je l'appelle. Et donc, ça sera vraiment une force pour l'équipe de France. Valentin Parez, il est pris en tant que batteur et poursuiveur. Je crois que c'est lui qui a le record de sélection. Donc, 6 sélections en équipe nationale. Joueur très complet, rapide, puissant, très bonne passe.
Vraiment, c'est l'un des atouts de l'équipe de France. Je me suis sélectionné en tant que batteur et gardien. Donc, c'est ma troisième sélection. Donc, je joue pour les Paris Frogs. Et voilà, pour les 13 joueurs qui ont été sélectionnés. Donc, il en reste 8 places. Donc, il reste des batteurs et des batteuses, des joueurs de soif. Et donc, en gros, on va attendre la Coupe de France avec le staff et également le dernier camp équipe de France, je crois, qui est vers le 20 ou 21 mai, pour pouvoir sélectionner les 8 autres places. Donc, ça fera 21. Et également les 4 réservistes, puisque l'équipe de France a le droit à 4 réservistes. Et donc, on annoncera fin mai. Et donc, les 8 joueurs et joueuses et également les 4 réservistes. J'en Voilà pour profite. la présentation. Oui, merci. J'en profite pour dire que la deuxième partie des sélections seront également annoncées sur Twitch avec Cédric. Si vous avez des questions sur cette sélection ou sur l'équipe de France, n'hésitez pas sur le chat à poser vos questions à Cédric. Sinon, je voulais savoir voilà, on a tes 13 premiers sélectionnés. Est-ce que tu identifies déjà des points forts sur l'équipe pour la compétition à venir? Les points forts, je pense, c'est les joueurs qui ont été sélectionnés ont l'habitude du haut niveau, puisque ça fait quelques années qui jouent l'UQC de manière régulière et qui sont à chaque fois je dirais, soit le dernier carré, soit les huitièmes de finale. Donc ça, c'est l'avantage. Également, il y a une bonne base de l'équipe qui a été championne d'Europe. Et donc forcément, ça donne confiance. Et en plus, c'est des profils vraiment différents. Donc je pense qu'on a pas mal d'atouts dans notre manche, dans nos manches, pardon. Très bien. Il n'y a pas l'air d'avoir des questions sur le chat pour le moment. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Et je te remercie, Cédric, d'avoir joué le jeu, de faire cette présélection en live sur notre chaîne Twitch. C'est avec grand plaisir. Et puis la suite pour la deuxième phase fin mai. Oui, tout à fait. Et rendez-vous dans quelques jours à la Coupe de France en attendant et pour voir les présélectionnés et potentiellement les futurs sélectionnés en action. C'est ça. À bientôt. Bonne soirée, au revoir.